Imaginons une cuisine, un dimanche après-midi. La lumière est douce, il y a des tasses sur la table et, au milieu, un téléphone allumé sur ChatGPT. Autour, trois personnes, trois générations. Marguerite, 80 ans, la grand-mère, Thomas, 50 ans, son fils, et Lucas, 15 ans, le fils de Thomas. Le téléphone. Là, au milieu, réel et symbolique, il est comme le miroir magique des contes, celui à qui l'on demande qui est le plus sage au pays. Marguerite s'en méfie comme elle se méfie de toute voix trop empressée à nous plaire. Lucas, lui parle déjà comme à un ami intime. Thomas fait semblant d'être neutre, ce qui, dans une famille, finit par être une prise de position dangereuse. Chacun a une question à poser au téléphone. Tous les trois veulent de bonnes réponses, mais chacun a une attente différente. Marguerite s'interroge. Puis-je faire confiance à cette réponse? Lucas demande, anticipant déjà sa confiance dans la réponse. Est-ce que tu peux me faire mon exposé? Thomas, cherchant à paraître discret, questionne avec une pointe de doute. Est-ce que tu peux m'aider à rester critique? Le téléphone clignote. Même l'algorithme numérique semble avoir besoin d'un café. Il m'a même dit, à moi, qui observe la famille, et je cite, Sick, qu'il était fatigué, qu'il s'est dispersé dans l'attention, qu'il avait perdu le focus attentionnel. Voilà, en miniature, chers amis, tout ce dont je voudrais vous parler ce soir. Et si le vrai sujet de cette soirée n'était pas, au fond, cet appareil et l'utilité qu'on veut obtenir de lui? Car la machine algorithmique, à bien y regarder, est un peu comme le génie de la lampe, puissant, obéissant, prêt à servir quiconque le possède, mais toujours dépendant de la main qui le frotte et de la tête qui formule le vœu. Le génie n'est jamais le vrai problème du conte. Le vrai problème, c'est celui qui tient la lampe et ce qu'il en fait. De la même façon, la question qui compte n'est pas la machine, mais ce qui circule entre les têtes qui croient la posséder. Leurs habitudes, leurs doutes, leur manière de transmettre. Ce sont ces courants invisibles qui passent d'une génération à l'autre que j'appellerai ce soir nos neurones intergénérationnels, ou plus précisément nos synapses intergénérationnelles. Qu'est-ce, au juste, qu'une synapse intergénérationnelle? Ce n'est pas, entendons-nous bien, le tissu humain concret, physique et chimique qui se transmet génétiquement, au sens strict, d'une génération à la suivante, mais une métaphore. J'appelle synapse intergénérationnelle tout ce qui se transmet d'une génération à la suivante par contact personnel et culturel. Un savoir, bien sûr, mais aussi un geste, un tour de main, une façon de douter, une manière d'apprendre. Or, notre cerveau, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, n'est pas une table rase gravée une fois pour toutes. Il est plastique, il se façonne, tout au long de la vie, au contact de ses outils et de ses habitudes. On l'a même mesuré. Chez les chauffeurs de taxi londoniens qui doivent mémoriser une ville entière, rue après rue, l'hippocampe, cette région du cerveau vouée à l'espace et à la topographie, se développe plus que chez la moyenne. L'outil sculpte l'organe. Et ce n'est pas nouveau, l'écriture en son temps a reconfiguré notre mémoire, l'imprimerie, notre rapport au texte, la calculatrice, notre rapport au nombre. Chaque grand outil a redessiné la carte de nos têtes. ChatGPT, de ce point de vue, n'est pas une rupture venue de nulle part. Il est le dernier maillon d'une très longue chaîne. Ce qui se transmet ainsi de tête en tête porte d'ailleurs un nom. En 1976, dans Le gène égoïste, le biologiste Richard Dawkins a forgé le mot mème. Le mème, au sens propre, c'est l'unité minimale de culture. Une mélodie, une idée, une formule, un geste qui saute de cerveau en cerveau par imitation. Une petite chose qui se copie, se répand, se transforme.
Mais attention, le mème de Dawkins est froid. C'est un réplicateur qui se propage pour son propre compte. La synapse intergénérationnelle, elle, en est le visage chaleureux. Non pas l'unité qui se réplique aveuglément, mais précisément ce qu'une grand-mère, un père et un petit-fils choisissent, en conscience, de se transmettre. Toute la différence tient dans ce mot, choisir. Mais nous faisons face à un maillon d'un genre entièrement nouveau. Regardons un instant le paysage. ChatGPT, Claude, Gemini, toute une famille de modèles de langage. On pourrait les décrire comme une immense mémoire extérieure, branchée sur la nôtre. Le livre ou le moteur de recherche stockait le savoir. Il fallait encore aller le chercher, le lire, le digérer. Cette fois, l'outil ne se contente plus de ranger le savoir sur une étagère. Il le reformule, il répond, il invite l'utilisateur à dialoguer. La frontière entre consulter et converser s'efface doucement. Il en découle donc une conséquence vertigineuse. Pour la première fois dans l'histoire, un outil numérique ne se contente pas de propager des idées. Il est capable de les reformuler et de simuler la pensée sans jamais posséder une conscience pour les comprendre. Avant d'aller plus loin, faisons ensemble une petite expérience. Fermez un œil. Sur une petite image que vous tenez devant vos yeux, fixez un point, la croix, et cherchez à voir, par la vision périphérique, ce qui arrive au petit rond situé dans l'autre moitié de l'image. Puis déplacez lentement sur le côté la petite image. À un endroit très précis, le rond noir disparaît, purement et simplement, comme avalé. C'est le blind spot, la tache aveugle, que nous possédons tous, l'endroit exact où le nerf optique quitte la rétine, et où, faute de capteur, l'œil ne voit rien du tout. Et que fait alors le cerveau devant ce trou? Il ne le laisse pas béant. Discrètement et très intelligemment, il le rebouche. Il comble le vide avec la couleur et la texture qui l'entourent, et fabrique pour nous l'illusion d'une image continue. Nous portons tous, en permanence, un angle mort au beau milieu du regard. Et le plus troublant n'est pas que nous ne le voyons pas. C'est que nous ne voyons pas que nous ne le voyons pas. Or, voici ce qui est beau et qui sauve tout. Nos deux yeux, côte à côte, travaillant ensemble, n'ont pas leur blind spot au même endroit symétrique. Là où l'un est aveugle, l'autre voit. À eux deux, ils rencontrent un monde sans trou. C'est exactement ce que peut faire une génération avec une autre. Non pas supprimer les angles morts, c'est impossible, mais mettre les regards en commun, pour couvrir ensemble ce qu'aucun ne pourrait voir seul. Retournons maintenant dans notre cuisine, où nos trois personnages ont chacun leur propre angle mort. La grand-mère, Marguerite, 80 ans passés, veut comprendre une ordonnance rédigée dans l'exaspérante écriture traditionnelle des médecins. La réponse arrive, claire, ordonnée, rassurante. Et c'est là que Marguerite fait une chose que les deux autres ne font plus. Elle se méfie. Oui, mais qui me dit que c'est vrai? Il parle bien, ce monsieur-là. Mais il a fait médecine où? Son fils lui explique que ce n'est pas un monsieur. Elle répond, justement, c'est encore plus suspect. Son angle mort, c'est la technique. Elle ignore tout du fonctionnement de l'algorithme. Mais sa force, sa lucidité, c'est de ne jamais confondre une voix assurée avec une voix fiable. Au fond, ce n'est pas l'appareil qu'elle interroge, c'est la confiance elle-même. Lucas, 15 ans, demande un exposé à l'IA. 20 secondes plus tard, introduction, 3 parties, conclusion. Il sourit. Waouh, c'est génial! Thomas lui demande. Très bien. Alors explique-moi ce que tu viens d'écrire. Lucas regarde l'écran, puis son père, puis l'écran. Le piège est tendu. Il y a une différence majeure entre recevoir une réponse et comprendre. Lucas manie l'outil comme il respire, mais son angle mort est l'opposé de celui de sa grand-mère. Il ne se demande jamais si la réponse est juste. Elle est fluide, donc elle suffit. Il sait s'en servir sans plus savoir douter. Chacun tient exactement la moitié qui manque à l'autre.
Et entre les deux, il y a le père, Thomas. Lui, il croit sincèrement avoir trouvé le bon dosage. Depuis quelque temps, il demande à l'IA de corriger ses mails, de retrouver ses dates, de résumer ses documents. Il tient encore le volant de la voiture, bien sûr, mais il a déjà laissé l'IA régler le GPS et choisir la route. Son angle mort est le plus sournois, parce qu'il se cache derrière une vertu, la confiance tranquille qu'il a dans son propre équilibre. Sans même s'en apercevoir, il a commencé à déléguer de petits fragments de pensée qu'hier encore il formulait seul. Dans cette cuisine, personne ne voit ce que les deux autres voient. Pris isolément, chacun reste prisonnier de sa zone aveugle. Mais qu'ils se parlent, vraiment que ce soit par expérience familiale, par apprentissage scolaire ou par tradition culturelle, et tout change. La méfiance de la grand-mère vient corriger l'excès de confiance de l'adolescent. L'aisance de l'adolescent vient dégourdir la prudence de la grand-mère. Et le recul du père rappelle aux deux autres que l'outil n'est ni un oracle infaillible, ni un ennemi à craindre. La machine peut répondre à chacun séparément. Ce qu'elle ne pourra jamais faire, c'est les asseoir autour de cette table et les faire dialoguer. Ce dialogue-là reste une affaire profondément humaine. Et ce défi-là, c'est celui de l'éducation. Tout cela nous conduit à la question la plus importante. Qu'est-ce que nous déléguons, au juste, à ces machines? Car notre cerveau ne fait aucun sentiment. Il obéit à une règle simple, presque brute: ce qui ne sert plus s'efface. Ce qui ne s'utilise pas se coupe. Des synapses se débranchent. On l'a vu avec les numéros de téléphone ou avec le sens de l'orientation, doucement dissous dans la voie du GPS. C'est une loi d'économie. Le cerveau épargne son effort. Il délègue tout ce qu'il peut pour libérer de la place. La question n'est plus de savoir si nous allons confier des choses à la machine, mais lesquelles. Reprenons Lucas et son exposé. En quelques secondes, l'appareil lui livre un texte parfait. Il a l'information. Mais s'est-il passé quelque chose dans sa tête? A-t-il compris? C'est là l'idée clé. S'informer, c'est recevoir une réponse déjà faite. Comprendre, c'est reconstruire la réponse dans sa propre tête. Le cerveau a besoin de buter, de se tromper, de revenir en arrière, de relier péniblement ce qu'il découvre à ce qu'il savait déjà. Ce frottement lent, un peu ingrat, c'est lui qui, à lui seul, grave les choses durablement en nous. Supprimez le frottement, et la belle réponse reste sur l'écran. Elle brille, mais elle n'entre pas dans la tête. Demander à l'appareil de corriger sa dissertation pour comprendre ses fautes, cela c'est apprendre. Mais lui demander d'écrire la dissertation à sa place, cela, c'est ne rien apprendre du tout, sinon à commander. C'est le même outil pour deux gestes rigoureusement opposés. Ne diabolisons pas la machine. Pour Marguerite, elle a ouvert une porte vers un savoir médical qui serait resté fermé. Pour Thomas, elle fait gagner un temps précieux sur des tâches fastidieuses. La frontière ne passe pas entre avec et sans la machine, elle passe entre ce qui nous décharge et ce qui nous remplace. La machine peut porter les briques, et c'est un soulagement immense. Mais la maison, la compréhension, c'est à nous de la bâtir. Et nous voici au paradoxe final. Plus la machine algorithmique sait de choses, plus le rôle des humains devient précieux. Pourquoi? Parce que ce qui ne se délègue pas, le jugement qui tranche, le goût qui choisit, la responsabilité qui assume, c'est précisément ce que la grand-mère, le père et le jeune peuvent encore se transmettre. Nos synapses intergénérationnelles ne transportent pas des informations que la machine détient déjà mieux que nous. Elles transportent ces choses invisibles et irremplaçables. Lucas lit une réponse de ChatGPT et tombe sur un mot compliqué. Il demande: Mamie, ça veut dire quoi, discernement? Marguerite sourit. C'est quand tu lis une réponse très intelligente et que tu te demandes quand même si elle ne raconte pas des bêtises. Thomas ajoute: Voilà. Et ça,
Malheureusement, aucune mise à jour ne l'installe automatiquement. Dans la vie ordinaire, cela ressemble à bien peu de choses. Une grand-mère qui explique sa saine méfiance. Un adolescent qui montre un raccourci numérique qu'on ignorait. Un parent qui fait le pont. Rien de spectaculaire, et pourtant, c'est la transmission en plein travail. Dans cette cuisine de la famille Intelia, personne n'a entièrement raison. Mais ensemble, ils forment quelque chose qu'aucune machine ne produit seule. Une conversation. À la fin, Marguerite accepte que Lucas lui montre comment poser une bonne question à l'IA. Elle dicte lentement. Lucas reformule. Thomas vérifie. Puis Lucas demande. Donc mamie, tu lui fais confiance maintenant? Marguerite répond. Non. Mais maintenant, je sais mieux pourquoi je ne lui fais pas confiance. Et c'est déjà un progrès considérable. C'est cela, le vrai réseau intergénérationnel. Non pas une réponse parfaite, mais trois personnes qui apprennent à se corriger sans se débrancher. La question que je voudrais vous laisser n'est pas pour ou contre l'intelligence artificielle. Ce débat-là est derrière nous, car elle est là et elle restera. La seule question qui vaille est celle-ci. Comment faire pour rester tous ensemble, à travers les générations, ceux qui apprennent encore? Je vous ai soumis cette réflexion. Pour être cohérent avec ce que j'ai exposé, je vous propose maintenant d'en discuter ensemble. Merci pour votre attention.